Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Fiona Coco et vous êtes sur le point d'écouter l'une des tables rondes de la saison 2025 de Louvre-Lens-Vallée. Louvre-Lens-Vallée organise mensuellement des tables rondes thématiques autour de la culture, du numérique et de l'innovation. En ce mois d'avril 2025, on aborde la thématique intelligence artificielle et commande numérique. Une soirée où j'ai échangé avec nos invités, Jamila Al-Actif, chercheure en intelligence artificielle et fondatrice de l'ONG Think Act Impact. Aurélien Caffier, chargé de développement des usages numériques à la communauté d'agglomération Lens-les-Vins, et Fabien Zocco, artiste et diplômé du Fresnoy. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une conversation autour de l'intelligence artificielle et des communs numériques avec des invités que je vous présenterai un peu plus tard. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Louvre-Lens-Vallée, je vais faire une présentation assez rapide parce que je reconnais quand même certaines têtes. Louvre-Lens-Vallée, c'est un incubateur d'entreprises. Donc on accompagne des projets dans la culture et dans le numérique. C'est notre activité principale et je ne sais pas si certaines d'entre vous, même si vous n'êtes jamais venus, nous connaissez déjà, peut-être. On aborde tous les mois des sujets thématiques divers et variés. Donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est l'intelligence artificielle et les communs numériques, avec toujours des intervenants et intervenantes d'exception qui sont experts et expertes de leur sujet. Pour tout simplement introduire le sujet, l'intelligence artificielle, je pense que je vous fais pas un dessin, je vous fais pas de description, je pense que vous savez toutes et tous ce que c'est. En revanche, les communs numériques, je ne sais pas si c'est une définition qui est claire pour vous. Donc je me permets simplement d'en faire une que je vais lire de peur d'oublier certains détails. Donc, les communs numériques sont des ressources numériques produites et entretenues collectivement par une communauté gouvernée par des règles qui lui assurent son caractère collectif et partagé. Je pense qu'on en connaît toutes et tous, même si ça peut nous paraître un peu dans notre quotidien assez facile. Enfin, on les connaît sans les connaître, sans les identifier. On a par exemple Wikipédia, Linux, Firefox, Infoclimat, et OpenStreetMap, juste à titre d'exemple. Donc je vous avoue que moi, avant d'organiser cet événement, j'avais pas forcément conscience que c'était des communs numériques, et c'est pour ça que c'était important de le rappeler et d'organiser cette conversation. Donc, on va pouvoir démarrer avec Aurélien Caffier, qui est chargé de développement numérique à la communauté d'agglomération Lens-les-Vins. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît ? Aurélien, je te laisse te présenter ton quotidien. Eh bien, ça marche. Donc, la communauté d'agglo Lens-les-Vins, je ne vais pas présenter la CAL, c'est le PCI du coin. Donc, a priori, on doit connaître. Et du coup, moi, je suis responsable d'une petite mission qui s'appelle la mission usage numérique. On est rattaché à la DSI de l'agglo, mais notre rôle, c'est plutôt un rôle vers l'extérieur, vers le territoire. C'est-à-dire que nous, notre rôle, on a principalement deux missions. On s'occupe de la feuille de route numérique de l'agglo, que les EPCI sont tous concernés par l'obligation d'avoir une démarche numérique, notamment dans le cadre de la sobriété et de la loi RIN, réduction de l'empreinte énergétique du numérique. Donc l'agglo, comme tous les autres EPCI, a sa feuille de route et l'anime, mais l'idée, c'est comme beaucoup de... établissement public de coopération intercommunale, excusez-moi, c'est la force de l'habitude. Communauté urbaine, communauté d'agglomération, communauté de communes, métropole, tout ça, c'est des EPCI, c'est juste des structures publiques qui s'occupent d'animer un peu un territoire et donc qui en général s'occupent de certaines compétences que les communes lui ont déléguées. C'est le cas par exemple ici et comme partout sur les déchets ménagers, tout ce qui est l'eau, tout ce qui est ces sujets-là, le développement économique, l'habitat. Et le numérique fait pas partie de ces compétences-là. C'est-à-dire que les communes gardent leurs compétences numériques, mais par contre, du coup, sur notamment les petites communes rurales, n'ont pas forcément la possibilité de faire des actions d'inclusion à destination de la population. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, c'est plutôt le PCI qui prend la relève et qui les aide un peu. Donc sur le territoire, vous avez des communes comme Lens, Avion, Lens-en-Goël qui ont gardé la compétence et qui organisent, notamment sur Lens par exemple, c'est à la médiathèque Robert Cousin, des ateliers à destination du grand public pour sensibiliser au numérique, accompagner, aider à monter en compétence, à devenir autonome. Mais par contre, forcément, les toutes petites communes du territoire comme, je sais pas, on va prendre quelques exemples, Carency, Villers-au-Bois, les communes qui sont un peu plus loin, Vimy, Givenchy,
On va continuer le Pont-Aventin, par exemple, c'est des communes qui n'ont pas de médiathèque avec des espaces numériques, qui n'ont pas forcément la compétence et les ressources. Donc dans ce cas-là, c'est souvent nous qui allons organiser des ateliers. On participe à des événements, histoire de sensibiliser au numérique, d'accompagner, de rassurer aussi. Et pour le coup, on parlera tout à l'heure de l'IA, forcément. Et là, pour le coup, rassurer, le terme aussi est nécessaire vis-à-vis d'une partie de la population qui en a parfois peur. Du coup, j'ai perdu un peu mon fil, mais c'est pas grave, j'en avais pas tant que ça. Donc oui, du coup, nous, on s'occupe d'une part de la feuille de route numérique. Donc la feuille de route de l'agglomération, c'est autant les usages que, par exemple, des sujets un peu plus techniques, d'amélioration des démarches métiers en améliorant les systèmes d'information. Ça va être d'accompagner le territoire pour lutter contre la cybermalveillance. Ça va être des sujets de réemploi. On en parlera peut-être aussi à un moment, puisque au commun numérique, moi, dans mon esprit, forcément, on en a parlé, Linux. Et Linux, c'est aussi une solution qui permet de faire durer des équipements numériques qui, sinon, partiraient peut-être à la benne. Et ce serait dommage. Donc voilà, toutes ces démarches-là sont regroupées. En fait, la CAL a une ambition là-dedans. Et en fait, toutes ces actions-là sont regroupées dans une feuille de route, qui est pas un document, enfin, qui est un document administratif. Donc, c'est pas non plus le truc le plus fun du monde. Mais en tout cas, l'aglo écrit ses ambitions. Et en fait, l'objectif, c'est de réinterroger cette feuille de route tous les ans, pour que les nouveaux sujets, comme l'IA, qui n'étaient peut-être pas forcément des sujets que nous on avait en tête il y a quelques années, soient présents et que l'agglomération œuvre en fait sur des vrais besoins et qu'on ne reste pas sur des besoins d'il y a quelques années et on ne se rende pas compte qu'il faut accompagner des usagers sur des nouvelles démarches, ce genre de choses. Donc ça, c'est une des parties de la mission. Dans la mission, on est deux, donc on n'est pas une énorme mission. Et du coup, à côté de ça, on porte en direct, ce que je vous disais un peu au fil de l'eau, des ateliers d'inclusion numérique à destination de la population. Donc ça va être typiquement des événements... L'année dernière, on a fait des événements numériques et santé. En fait, on a profité un peu d'aller dans les territoires ruraux en disant on va vous parler santé et un peu numérique et le lien entre les deux. Donc c'est typiquement, par exemple, des stands où on va parler un peu de la lutte contre les mails de phishing qui prennent l'apparence d'Amélie pour rassurer un peu les seniors. Ça va être des ateliers où on va inviter des associations du territoire pour remettre en état des équipements numériques qui nous ont été donnés par des structures ou même les nôtres pour les remettre en état et le redonner à la population pour que les gens qui sont dépourvus d'équipements et qui en aient besoin puissent en avoir un. Ça va être ce genre d'événement, ça va être des ateliers typiquement dans les zones rurales, on va faire des ateliers de 2 heures où on va parler de démarches en ligne, d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de j'ai besoin de taper un CV sur Word, enfin voilà, typiquement tous les sujets de ce type-là. Donc c'est vraiment ces deux facettes-là. D'un côté, on anime un peu la feuille de route et de l'autre côté, on mène en direct des actions d'inclusion pour la population. Voilà, je pense que j'ai fait déjà un bon tour. Peut-être un peu trop, si je parle vite, il faut me le dire. Donc je vais... Hop. Merci Aurélien. Il y a plein de choses très intéressantes sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. Ensuite, Jamila Al-Actif, donc qui est chercheure et professeure et fondatrice d'une ONG qui s'appelle Think Act Impact. Et de même, je te laisse te présenter et présenter un peu ce que tu fais au quotidien. Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, moi je suis dans l'enseignement supérieur et j'enseigne l'éthique des affaires et le développement durable. Et donc ma recherche, elle porte spécifiquement sur l'inclusion, sur les questions d'immigration. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine de l'éducation, on a eu 2 comportements qui se situent vraiment aux antipodes. Donc, dès l'apparition de ChatGPT, donc on nous a dit oulala, les étudiants vont utiliser ChatGPT, donc il y aura, ils ne vont plus utiliser leur matière grise. Que fait-on? Donc, il y avait donc le camp des personnes qui étaient contre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'enseignement supérieur, donc moi je suis dans le privé et nous sommes formés régulièrement donc par HBR, qui est Harvard Business Review, Harvard Business Publishing, donc c'est Harvard. Et les Américains qui, eux, au contraire, nous disent que non, il faut intégrer l'IA. De toute façon, c'est là, le chat GPT, il est là, c'est en open source. Donc nous parlions en fait du numérique mis à disposition du monde. Donc, comment empêcher les étudiants? De toute façon, nous ne pourrons pas les empêcher puisque c'est un réseau qui est mondial, qui est international. Donc, se pose la question de la régulation. Et donc, je me situe entre ces deux mondes. Donc, je suis également chercheur invité à l'université de Stanford, donc sur un autre thème qui porte sur la radicalisation. Mais finalement, on se rend compte que la question de l'intelligence artificielle, elle est centrale puisqu'elle concerne l'éducation. Dans ma recherche, je vois également, j'étudie en fait les impacts sociaux. C'est plus exactement, je pose la question, comment est-ce que l'intelligence artificielle
peut contribuer pour apporter un réel impact sociétal. C'est pas tant social, mais c'est plutôt sociétal. Et donc dedans, on retrouve des questions d'inclusion, de prévention de la radicalisation, les questions relatives à l'immigration, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que contrairement à mon collègue, moi je suis arrivée donc sur ce domaine de l'intelligence artificielle et du numérique par la suite. Donc nous avions déjà des problématiques très 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 sociétales, et ensuite voilà, intelligence artificielle, que fait-on? Et j'ai décidé, moi, de faire partie des enthousiastes, mais je dirais une enthousiaste qui est, étant professeur d'éthique des affaires, business ethics, je suis bien entendu au courant je prends très au sérieux donc la question de l'éthique derrière en fait les intelligences artificielles, et en tant qu'éducatrice dans l'enseignement supérieur, nous devons justement et donc c'est un véritable challenge, c'est comment composer avec l'intelligence artificielle, mais tout en se protégeant de ces dangers. Et donc c'est tout l'intérêt de ma recherche. Voilà. Merci Djamila, encore une fois plein d'éléments très intéressants sur lesquels on reviendra bien évidemment par la suite. Et... Marc, on l'a pas applaudi. Ah oui. C'est de ma faute. Et finalement, Fabien Zocco, donc l'artiste de cette soirée, vous pouvez l'applaudir. Et de même, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Fabien Zocco, je suis artiste plasticien. Diplômé d'une structure régionale qui s'appelle le Frénois, que vous connaissez peut-être par ailleurs. Et il se trouve que il y a une 15-20 ans maintenant, quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'ai commencé à développer une pratique artistique qui, à ce moment-là, m'a amené à utiliser l'IA comme outil en fait pour produire des œuvres. Il se trouve que dans ma démarche plastique, une de mes thématiques privilégiées de travail est la question des relations entre l'humain, la technologie et le langage. C'est quelque chose qui est depuis le début de ma démarche en fait est vraiment une sorte de parmi d'autres fil rouge de ma pratique artistique. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à cet outil, mais au début des années 2010, soit à un moment où finalement on était encore loin, c'était encore la préhistoire, disons, de toutes les IA telles qu'on les entend aujourd'hui, notamment auprès du grand public, ce qu'on appelle les IA génératives, type ChatGPT pour le texte ou Midjourney pour la génération d'images. À ce moment-là, c'est des choses qu'il fallait programmer un peu soi-même, qui étaient beaucoup plus bricolées ou bricodées. J'aimais bien ce terme pour parler d'une approche du code comme outil de création plastique, mais de manière un peu empirique, un peu tâtonnante, comme les artistes aiment bien utiliser les outils pour produire leurs œuvres. Et finalement, plus l'IA est devenue quelque chose de proéminent dans le champ social, sociétal, et plus je m'en suis éloigné d'une certaine manière en tant qu'outil, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai sans doute tout à l'heure, tout en gardant un regard en fait sur ce phénomène qui, malgré tout, sur le plan sociétal, m'intéresse énormément, parce que, de mon point de vue, la raison d'être d'une démarche artistique est de parler du monde dans lequel on vit et de produire des œuvres en fait à partir de cette observation et de sa propre expérience du monde que nous partageons. Donc évidemment, du coup, comme la technologie reste très présente dans mon travail, l'IA est quelque chose que j'observe et qui nourrit mes réflexions. Même si aujourd'hui ça va s'incarner dans des travaux moins numériques mais plus matériels. Je travaille plutôt avec de la porcelaine ou du verre maintenant, même si ça mobilise aussi des technologies numériques par ailleurs. Et pour conclure, en fait je suis aussi enseignant, j'enseigne l'histoire des arts numériques à la Sorbonne à Paris, ce qui est aussi une manière d'observer comment les gens plus jeunes que moi maintenant s'emparent de l'IA, pour rebondir un peu sur ce que disait Djamila, le fait d'être en contact avec des étudiants une partie de l'année me permet de voir comment évoluent les pratiques de ce type de public avec l'IA, et c'est assez intéressant pour nourrir mon regard. Voilà. Merci Fabien. Donc on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors ça c'était l'une des offres que tu nous avais demandé de diffuser. Je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite ou si tu veux qu'on y revienne un peu plus tard. Je veux en parler maintenant. Allons-y.
Il se trouve que c'est un film que j'ai co-réalisé avec Gwendal Sartre, un autre artiste qui s'appelle Attack the Sun, qui est un film donc qu'on a écrit en 2016, donc encore une fois à l'échelle temporelle de l'IA, c'est-à-dire il y a très très longtemps maintenant. Et le principe du film qu'on a tourné à Los Angeles, en Californie, avec un acteur et une actrice, c'était que en fait, j'ai programmé une intelligence artificielle, donc encore une fois très bricolée, très frustre par rapport à ce qu'est ChatGPT aujourd'hui, qui était basé sur ce qu'on appelle un chatbot, vous savez, ces agents conversationnels, ces outils avec lesquels on peut parler. Et en fait, j'en ai reprogrammé un de manière à ce qu'il génère des dialogues que j'activais pendant le tournage du film. Et les acteurs, en fait, étaient appareillés avec des téléphones portables et des oreillettes et recevaient par voie de synthèse directement dans leur oreille, comme un prompteur, en fait, les dialogues qui étaient écrits en direct par l'IA. Ce qui à l'époque semblait, quand on a fait des levées, quand on a cherché des fonds par exemple pour produire le film, ça semblait très incongru, de défendre un projet artistique qui prenait l'IA comme outil privilégié, ce qui aujourd'hui évidemment est beaucoup moins exotique, mais à ce moment-là c'était quand même assez étrange comme démarche, et donc on a construit ce système d'IA qui quelque part a coécrit le film avec Gwendal et moi, et qui marionnettisait d'une certaine manière les acteurs. Et en fait, pourquoi on a filmé ce film, on a tourné ce film à Los Angeles, c'est qu'on s'est inspiré d'un fait divers autour de quelqu'un qui s'appelle Elliot Rodger, qui est devenu une sorte de malheureux étendard d'un mouvement qu'on appelle les incels. Vous connaissez peut-être les célibataires involontaires, c'est une sorte je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est des individus en général mâles qui reportent leur frustration sociale et affective sur les femmes en général, ce qui amène à des discours assez odieux. Et en fait, il se trouve que Elliot Rodger, à partir donc de ce mouvement, est passé à l'acte et a tué des gens. Et en fait, il postait des vidéos sur YouTube, et en fait, sa manière de parler était assez étrange et nous rappelait l'espèce de langage bizarre que générait notre IA. Et donc, on a utilisé cette IA comme une manière de distordre finalement le logos, le langage du personnage, et de traduire la manière dont son esprit se distord. Donc finalement, une intelligence artificielle qui était détournée pour créer une sorte de folie artificielle, et qui était aussi pour nous une manière comme le film est tourné au portable, et que le portable en lui-même, le téléphone portable, et que le téléphone portable est un outil vraiment, on le voit pas à l'image, mais c'est presque un personnage en tant que tel dans le film. Il y avait pour nous cette volonté de parler justement d'un monde où les rapports interhumains sont totalement médiés et reformatés par la technologie, quoi. D'où ce recours à l'IA pour devenir une sorte de co-auteur finalement, dans l'élaboration du film. Ça va être l'un des sujets qu'on va aborder justement ce soir. Alors, la première question, selon vous, quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans les communs numériques et inversement ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour répondre, démarrer ? Vas-y, je t'en prie. Je pense qu'il y a un double rôle. En fait, ça dépend selon quelle partie prenante on se situe. Moi, j'ai eu l'occasion d'être à Silicon Valley et de rencontrer en fait des entrepreneurs qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a également le grand centre d'intelligence artificielle à l'université de Stanford. Et je suis à croiser d'autres parties prenantes. Donc, pour les entrepreneurs, le but, c'est clairement la démocratisation, parce qu'ils s'inscrivent pleinement dans l'approche du commun numérique. Mais quand vous avez... alors, en fait, pour les petits entrepreneurs, c'est la démocratisation. Pour certaines grandes entreprises que j'ai rencontrées, c'est pas du tout la démocratisation. C'est plutôt comment mettre un outil qui va apporter un intérêt sociétal, mais sociétal, c'est-à-dire qui inclut également les institutions. Donc là, on entend un petit peu dans des logiques un petit peu géopolitiques. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Dans le monde de l'éducation, selon qu'on soit étudiant ou pas, donc là, le but, c'est comment est-ce que cette intelligence artificielle va me permettre
d'accéder à la formation la plus simplement expliquée et surtout quand c'est complexe. Moi, j'en ai beaucoup qui interrogent l'intelligence artificielle pour dire, ben voilà, est-ce que tu peux m'expliquer tel théorème comme si j'étais un enfant de 5 ans? Et c'est une des capacités de l'intelligence artificielle dont certains enseignants n'ont pas l'habitude, tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés et nous n'avons pas pour vocation à parler dans un langage très très simple. Voilà, donc il y a ça aussi. Donc je dirais que le but, c'est la démocratisation, mais il y a une certaine sensibilité selon la partie prenante qui va, je dirais pas manipuler, mais qui va instrumentaliser ou utiliser l'intelligence artificielle. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. C'est la démocratisation pour la pédagogie, pour la facilitation faciliter la compréhension, c'est ça? Il y a une double logique. Il y a à la fois la démocratisation, mais pour certains acteurs que j'ai rencontrés, clairement, le but, c'était la collecte de données. C'est pas tant la démocratisation, c'est démocratisation pour la collecte de données, pour ensuite, dans une logique marchande. Et je peux les comprendre, puisqu'ils ont cette casquette d'entreprise mercantile. Voilà, c'est ça. Donc oui, démocratisation pour tout le monde, mais pour d'autres, c'est démocratisation dans le but de la collecte de données. Et dans l'autre versant, nous avons des personnes qui vont partager des données, qui sont même pas conscientes en fait du nombre d'informations personnelles qui vont. Donc finalement, on se retrouve dans un vaste champ dans lequel, oui, il est question de démocratisation de l'information, mais chacun avec une logique un petit peu différente et je dirais même parfois un petit peu dangereuse. Alors pour le coup, je vais avoir une approche un peu différente. Je suis un peu plus terre à terre là pour le coup. Mais au niveau de l'intelligence artificielle, il y a un vrai challenge pour les collectivités. C'est la manière de les utiliser proprement, et se pose la question aussi de comment on les apprend, ces IA. Et pour les apprendre, il leur faut de la donnée. Et en fait, moi, j'imagine vraiment cette logique un peu d'IA de commun pour des collectivités, pour pouvoir apprendre mieux les IA qu'ils vont utiliser. Et du coup, l'idée, c'est qu'en mutualisant, en faisant des communs, pour notamment travailler à l'apprentissage de ces IA, on aura des IA qui répondront proprement à ce dont on a besoin, nous, collectivités. Parce que forcément, pour apprendre, même si nous, on se saisit à notre modeste niveau de ces sujets-là, on n'aura jamais les ressources d'apprentissage de grands groupes internationaux, voire de collectivités beaucoup plus conséquentes. Donc si on veut dérouler un peu la pelote, l'idée, c'est à un moment, nous, on travaille à avoir de la donnée de qualité. La collectivité voisine fait probablement la même chose, à juste titre. Du coup, l'idée, déjà à 2 collectivités, on a déjà plus de données pour apprendre une IA, pour qu'elle réponde à nos besoins. Du coup, moi, j'aime bien cette logique-là de se dire aussi, on a des obligations à un moment, si on veut utiliser l'IA, de le faire proprement. Il y a une transparence d'algorithmes publics, il faut qu'on soit capable d'expliquer les décisions que les collectivités rendent, c'est indispensable. Et du coup, si on veut que les décisions soient les meilleures possibles, du coup, à un moment, il faut que les IA soient les plus efficaces possibles. Et pour le coup, ça veut dire qu'elles ont les meilleures qualités de données en entrée. Donc, en fait, pour moi, l'idée, c'est un moment de travailler en commun avec les autres collectivités pour alimenter des IA sur lesquelles on aura le contrôle, la maîtrise, et surtout qui seront appris sur nos données et pas sur des données qui sont globalisées au niveau mondial. Parce que forcément, si on rend des décisions sur des données qui viennent d'autres pays, le droit français et le droit des autres pays est probablement pas le même. Donc, à un moment, ce challenge-là, il est indispensable. Et du coup, pour moi, on a besoin de travailler en commun et donc d'avoir la notion de commun derrière, tout simplement parce qu'on a besoin de déployer des algorithmes et des décisions qui soient cohérentes. Et du coup, moi, j'aime vraiment cette logique-là derrière, en fait, qui n'est pas tant l'algo qu'on va utiliser, mais bien la qualité de son apprentissage. Et donc, sur ce sujet-là, on a la maîtrise, si on l'apprend sur nos données, sur les données du voisin, d'une autre collectivité d'à côté. Et donc, en globalisant ce sujet-là, on est capable de faire des meilleures choses. Voilà, c'est... Oui, merci. Vous dites proprement et mieux. Et ça veut dire quoi, proprement et mieux? Pour le coup, c'est plutôt, pour moi, le sujet, il est vraiment les données d'apprentissage. Et donc, quand je dis proprement et mieux, c'est qu'à un moment, les collectivités, même si on est un peu à la traîne là-dessus, il ne faut pas se leurrer, on a besoin de mettre en place des politiques de gouvernance de la donnée qui nous permettent d'avoir des données qui soient de qualité, qualifiées, comme il faut. Et donc, pour moi, en fait, le challenge, il est vraiment là. Il est vraiment sur apprendre une IA proprement, c'est probablement un raccourci. Mais l'idée, c'est un moment de dire on l'apprend sur des données sur lesquelles on a la maîtrise. Et donc, potentiellement, on a la maîtrise, les collectivités voisines ont la maîtrise aussi. Et du coup, là-dessus, on va vraiment pouvoir avoir quelque chose de qualité et pas forcément d'aller chercher une IA qui aura été entraînée sur des données sur lesquelles on n'aura pas la maîtrise. Parce que pour le coup, ça veut dire qu'in fine, la décision, on la contrôle plus tant que ça. Donc, c'est plutôt dans cette logique-là, en fait. C'est plutôt sur les données d'apprentissage que je voulais insister.
Et peut-être que du coup, pour parvenir à... J'aime beaucoup la notion de données de qualité, mais peut-être qu'à ce moment-là, il serait possible de la produire dans un échantillon qui est beaucoup plus réduit, parce que derrière la donnée de qualité, il y a forcément la politique de régulation. Donc nous sommes en Europe. Nous sommes en France. La France a ratifié des lois internationales. Moi, tout à l'heure, quand je vous parlais des grands groupes, ce sont des grands groupes étrangers. C'est-à-dire, pour eux, je veux dire, ils ne sont même pas à 10% de la politique, de la régulation que nous avons ici en Europe. Donc, nous pouvons nous plaindre autant que nous voulons concernant le cadre législatif. Mais je peux vous dire que pour les utilisateurs, c'est une protection qui est énorme. Et je pense que nous pouvons saluer l'Europe pour ce cadre législatif. Et c'est vraiment important. Donc, ce qui m'amène donc à la réflexion suivante, c'est que pour produire de la donnée de qualité, peut-être que ça nécessite un travail supplémentaire et peut-être qu'il faut opérer sur un échantillon qui est beaucoup plus réduit. Maintenant, le véritable challenge à venir, c'est comment produire une donnée de qualité à l'échelle internationale. Et donc là, dans la recherche, il est parfois question de, oui, il faudrait peut-être une sorte de gouvernance mondiale de manière à étendre cette politique RGPD aux différents continents. Et ça, c'est encore un autre challenge. Mais j'aime beaucoup cette notion de données de qualité, juste pour dire qu'elle est aussi le résultat de l'histoire de l'Europe et des efforts des institutions françaises. Voilà. Après, j'aurai le micro, promis. Alors, pour le coup, ça ouvre tellement de portes que j'ai parfois du mal à savoir par quoi commencer. Mais de toute façon, à partir du moment où les collectivités veulent travailler avec des IA sur lesquelles on va jamais être sur des IA qui vont être extrêmement généralistes. On va toujours travailler sur l'amélioration de procédures de travail qui vont être extrêmement ciblées. Donc forcément, pour le coup, on va avoir des données qui vont être, on va dire, sur un silo métier beaucoup plus restreint. Donc déjà, ça permet normalement d'avoir des données d'un peu meilleure qualité. Et pour le coup, limite, on est déjà quasiment en bout de chaîne, c'est-à-dire que les collectivités, elles ont besoin de travailler à une politique de la data, à une gouvernance de la donnée, des sujets sur lesquels on est... En tout cas, il y a des collectivités qui sont plus ou moins en avance, mais des sujets sur lesquels, au niveau global, dans la fonction publique territoriale, on n'est pas forcément déjà très maître sur le sujet. On a tendance historiquement à déléguer beaucoup à nos délégataires pour le coup, et donc forcément pas toujours à récupérer des données de qualité ou des données brutes à la fin des différents marchés publics. Donc en fait, ça réinterroge non pas juste l'apprentissage des IA, mais bien toute la chaîne un peu de qualité de la donnée, de valeur de la donnée, et toutes les questions que ça pose derrière, de stockage, de gestion. Et voilà, limite, l'IA là-dessus, elle arrive en bout de chaîne quand on est déjà bien à l'aise avec nos données. Et pour le coup, s'il y a des collègues dans la salle, je suis désolé, mais on n'est quand même pas toujours très en avance sur ce sujet-là. Voilà. Ouais, disons que ce que je voulais peut-être rajouter croise quand même partiellement et pas mal ce qui a déjà été dit, mais à mon sens, le lien entre l'IA et les communs numériques, il se pose aussi avant tout sur la question de la structuration des données et de leur accès. Enfin, comme je disais, moi je profite de mes temps d'enseignement pour observer le comportement des générations plus jeunes que la mienne, et typiquement quelque chose qui me frappe maintenant, c'est que on en parlait pendant la préparation de cette conférence, mais c'est que j'ai remarqué que les gens plus jeunes, par exemple, pour accéder à l'information sur Internet, ne passent plus par Google, mais passent directement par ChatGPT, en fait. Ce qui me surprend, et en même temps, pas tant que ça, d'une certaine manière. Peut-être que le côté plus friendly, quoi, d'une situation conversationnelle directe avec l'accès à la donnée rend le truc plus évident, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'observe et qui me questionne pas mal. Mais voilà, du coup, ça pose la question de quel est le contrôle, quel contrôle on peut garder, avoir, et est-ce que déjà imaginer avoir un contrôle est une illusion en soi sur cet intermédiaire qui finalement vient de s'intercaler entre l'utilisateur lambda et les masses de données qui circulent sur le net et en filigrane, parce que, comme vous le savez, j'imagine, la donnée, comme toute forme d'information, elle n'existe pas de manière éthérée et pure quelque part dans des sortes de cloud dématérialisés, quoi. C'est quelque chose qui techniquement a une tangibilité, même si juste électrique, quoi, mais qui aussi implique des canaux, des algorithmes, des structures en fait qui
qui oriente finalement l'accès à ces données et la manière dont elles sont recomposées pour arriver devant nos écrans, quoi. Et quelque part, il y a un enjeu à la fois technique et politique, me semble-t-il, dans ces outils de structuration et d'accès à la donnée. Et en filigrane, me semble-t-il, ça pose la question, qui est une question qui traîne depuis pas mal de temps maintenant avec l'émergence de structures, de métastructures économiques liées au numérique. C'est la question de est-ce que finalement le numérique n'est pas en train de détacher le pouvoir politique du territoire, en fait, parce que finalement, comme disait Jamila, les entreprises sont totalement transnationales. Les législations s'appliquent à des petits confettis territoriaux, plus ou moins grands sur la planète, et finalement on est face à des outils et à des problématiques qui vont totalement au-delà des frontières physiques d'un territoire, ce qui complexifie, me semble-t-il, la question. C'était justement ma question suivante. Les communs numériques, c'est de la mutualisation. Dans une société qui tend à l'individualisation, comment est-ce qu'on peut faire perdurer cette mutualisation? Comment est-ce qu'on peut la remettre au goût du jour et faire en sorte de collaborer plutôt que d'individualiser? Je pense qu'on n'a pas le choix que de collaborer, puisque nous sommes à une période où justement les IA, c'est ce que disait Aurélien plus tôt, c'est qu'il faut générer de la data. Et les entreprises le savent pertinemment. Et pour à l'avenir continuer à produire des données et surtout pour apporter des réponses fines à des prompts qui sont de plus en plus précis, de toute façon, je pense que nous n'avons pas le choix. Donc la démocratisation, elle est là. Je pense que le véritable enjeu, c'est, je reviens à la notion de qualité, c'est comment continuer de générer des données de qualité. Et là, c'est un véritable enjeu. Et là, en fait, il faudrait qu'on en arrive, je reviens sur cette question de régulation, je suis désolée, mais tout est lié, en fait. Est-ce qu'on va continuer encore avec des entreprises transnationales qui, elles, contribuent au commun numérique, mais avec des données qui ne sont pas forcément clean, je dirais, et jusque quand? Et c'est là où on pose la question des institutions, les différents types d'institutions. Quand est-ce qu'elles vont mettre en place des systèmes qui sont durables et surtout qui sont généralisés? Parce que les IA, aujourd'hui, moi j'ai tous mes étudiants, et puis mes collaborateurs, ils utilisent soit ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google, ou alors Grok de X. Et donc, alors j'en ai certains qui vont utiliser donc le système russe ou le système chinois, mais c'est juste pour comparer. C'est parce qu'ils aiment en fait comparer finalement les principales réponses, mais j'en ai très très peu qui vont s'orienter vers des données, vers des outils d'intelligence français, européens, parce que justement ces autres outils ont cette capacité de générer en fait une masse d'informations. Si on voit puis Wikipédia par exemple, Wikipédia donc est clairement un exemple de commun numérique, et pendant très longtemps en fait il s'est quand même fallu un certain temps pour Wikipédia pour mettre en place un système de sécurité qui va corriger l'ensemble des données, etc. etc. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est un petit peu oublié, comme le disent les collègues. Aujourd'hui, tout le monde va sur ChatGPT. Alors, on pourra y revenir après pendant les questions, donc notez bien vos questions pour pas les oublier, parce que c'est toujours très intéressant d'échanger avec le public, mais c'est marrant parce qu'en fait, vous anticipez littéralement toutes mes questions. Donc en fait, je ne sers plus à rien. Justement, ma question suivante, c'était comment vérifier que les informations qui sont données sont véridiques? Comment départager l'info de l'intox? Parce que justement, tu parlais de X, donc anciennement Twitter. Maintenant, il y a des notes de communauté qui vont peut-être à un moment donné être supprimées. Je crois que c'était en débat. Comment vérifier que ces informations sont vraies? Et c'est justement là où les communs numériques, où je demandais le rôle de l'IA dans les communs numériques et inversement, parce qu'en fait, les communs numériques, ce sont les gens qui l'alimentent. Mais justement, comment vérifier en fait? C'est ça la question. Pour moi, c'est lié à... on en revient encore à la question des institutions, en fait. Je prends le parallèle qui me semble à peu près valable avec la recherche scientifique. Par exemple, qu'est-ce qui fait que... quelles sont les règles de validation d'une hypothèse scientifique? Il y a tout le système popperien, disons, de validation et tout le système institutionnalisé,
de reconnaissance par les pairs qui fait qu'il y a une validation. On se retrouve finalement quelque part, avec tous les phénomènes type post-vérité, tout ce qu'on a pu voir, notamment avec l'élection de Trump, tous ces types de phénomènes un peu subsumés sous la notion de fake news. Peut-être que se pose effectivement la question du besoin, me semble-t-il, d'une institution qui, d'une certaine manière, au même titre, encore une fois, que les institutions qui encadrent la recherche scientifique, qui auraient pour but peut-être non pas d'établir la vérité dans sa rectitude, ce qui me semble un peu ambitieux, mais en tout cas de donner une sorte de ligne, une indication, ou une sorte de maître étalon, disons, par rapport à tout ce qu'on peut voir passer en termes de contenu. Mais pour le coup, cette question-là, pour moi, elle rejoint vraiment la question de l'inclusion. Parce que, en fait, quand on arrive sur des sujets de fake news ou autre, à un moment, il y a toute une logique qui fait que les gens se retrouvent enfermés dans des bulles de filtre, et puis on a plein de mécanismes comme ça et de sujets qui touchent toute la population, et aussi des seniors qui sont assez peu numériques encore pour certains, et qui pourtant vont se retrouver la cible, ou en tout cas très facilement destinataires de fake news, sans trop de recul et d'analyse critique. Et pour moi, le sujet là, sur l'IA a un impact dedans énorme, puisque du coup, si on a envie de générer une photo c'est assez facile maintenant de générer une photo complètement hors sol avec on peut s'amuser à illustrer une sorte de fake news. Mais globalement, nous, ce qu'on essaye de faire quand on fait de l'inclusion, notamment avec je vais prendre les seniors, parce qu'on intervient beaucoup auprès d'eux, mais ça marche aussi pour les jeunes, ça marche en fait un peu pour tout le monde. Mais on va dire que les gens qui sont peut-être un peu moins numériques ont peut-être un peu plus de mal à aller rechercher un peu l'origine de la photo, de l'information, essayer de croiser des choses. Mais nous, on essaye vraiment d'avoir une démarche un peu, on va pas dire humoristique, mais en tout cas d'essayer d'illustrer comment on tombe dans une bulle de filtre de plus en plus fine. Donc ça nous, en tout cas, nous, collectivités sur la démarche d'inclusion, ça nous semble indispensable pour bien faire comprendre les mécanismes qui amènent à se retrouver enfermés dans des fake news. Donc on s'amuse à prendre des exemples, typiquement le monde est gouverné par les animaux, et au bout d'un moment, on se retrouve à virtuellement enfermer des gens dans une bulle de filtre où le monde est gouverné par les chats, et du coup après il y a les autres où le monde est gouverné par les pingouins, et du coup on s'amuse vraiment avec nos seniors à dérouler un peu ce genre de choses pour qu'ils comprennent bien le mécanisme qui fait qu'à un moment on ne voit passer que de l'info qui va dans notre sens, et que donc du coup on a du mal à mettre en place notre esprit critique sur ces sujets-là. Donc ça, ça répond un peu à la question, mais ça me semble important aussi à un moment, parce que l'IA permet d'accélérer tout, y compris des choses où on se serait dit il y a quelques années, mais ton information est improbable. Sauf que maintenant, mon information improbable, j'ai plein d'articles de presse derrière, j'ai plein d'images, j'ai même des vidéos, j'ai plein de sujets. Et du coup, est-ce qu'elle est vraiment si improbable que ça ? Pas forcément. Et à côté de ça, du coup, là que je suis parti dans mes bulles de filtre, donc je perds mes idées. Ça va revenir, pas de soucis, normalement. J'ai vraiment perdu l'info. Je vais peut-être rester là-dessus pour l'instant, et puis la suite reviendra après. Là, en fait, il y a des questions de qualité des données, en fait. Donc, nous savons très bien qu'il y a des fausses informations. Comment détecter le vrai du faux? Et ce qu'on a vu, en fait, se développer, donc à l'image de Wikipédia, c'est que c'était totalement en open source. Ensuite, donc, nous avons des lanceurs d'alerte. Et donc en fait les metrics, en fait les indicateurs se sont produits petit à petit, et moi je suis persuadée qu'avec l'IA on ira dans les mêmes sens, parce que de toute façon aujourd'hui tout est évalué. Un hôtel va être évalué, le restaurant va être évalué. Je pense que l'IA en fait est un phénomène qui est arrivé. En fait, l'IA n'est rien d'autre que la continuité des technologies. D'accord, c'est juste une technologie, mais on aime bien le terme IA, donc ça paraît comme quelque chose de novateur. Mais en fait, il y a eu un développement soudain d'outils, et après il faut un certain temps pour la régulation. Et c'est là où les politiques de protection de données sont très, très, très intéressantes. Et je pense que ça va arriver petit à petit, en fait. Donc, je pense que c'est inéluctable. Il commence déjà à en avoir quelques-uns. Moi, je le vois. Donc, moi, je teste. J'aime bien tester différents outils. Et si vous posez la question
donc la même question, vous la posez à Gemini, vous la posez à ChatGPT, vous la posez à Grok, vous la posez au réseau chinois, vous n'aurez pas forcément la même réponse. Et moi, ça m'est arrivé de poser la même question à Gemini de Google avant qu'il répondait sans souci. Et une semaine après, il me dit « Ah, je ne peux pas répondre ». Donc, il y a déjà en fait une sorte de restriction. Alors, ça peut être un indicateur, mais en tout cas, c'est une restriction. Maintenant, la question qui se pose, et ça je le vois en comparant ces différents outils en fait génératifs, c'est que la réponse apportée donc par continent est totalement différente. Sans que ce soit Grok ou le réseau russe ou le réseau chinois, c'est totalement différent en fait. Et mais donc ce qui va être politiquement acceptable dans un continent, en gros dans l'espace où cette intelligence artificielle est basée, va être totalement interdit dans un autre pays. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, la question c'est pour l'utilisateur. Donc, finalement, qui est cet utilisateur ? Est-ce qu'il est européen ? Est-ce qu'il est français ? Est-ce qu'il est de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud ? Finalement, on se rend compte qu'ils ont quasiment peut-être tous accès à la même information. Et c'est intéressant de voir comment finalement la même question posée sur différentes intelligences artificielles apporte différentes réponses. Et oui, effectivement, il y a un travail à faire en matière d'indicateurs. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as énoncé, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit quand on teste différentes IA et qui plus est, quand on contextualise en fait ces différentes IA, on se rend compte effectivement qu'il y a des biais de programmation qui sont du coup appelons ça des décisions politiques, quoi, peut-être, qui font que voilà, quoi, telle IA va être orientée et selon l'entité d'où elle émane et à quelle population elle est destinée, quoi. Néanmoins, ce qui me semble quand même important à relever, c'est qu'il y a aussi des biais qui sont mécaniques, disons, dans le fonctionnement même de l'IA qui est basé sur des systèmes statistiques, en fait. Et que finalement, une statistique, ça se manipule, d'autant plus dans un système qui est totalement automatisé par des principes de bots et autres, quoi, et qui font que finalement, qu'est-ce qui se passe au moment où on peut manipuler le nombre d'occurrences d'une fake news, par exemple, qui vont faire que statistiquement, cette fake news va prendre le pas mécaniquement sur une information vraie et du coup accéder au statut de vérité par le fait qu'elle accède simplement au statut de majorité d'occurrence sur le net, quoi, où il y a juste un basculement statistique qui la rend pas plus vraie, mais qui la rend juste plus présente. Et c'est quand même, faut pas perdre de vue que c'est quand même ce système statistique un peu aveugle finalement qui guide aussi l'IA et que ça devient, enfin que ça ouvre, me semble-t-il, des biais de manipulation. Faut dire que j'ai retrouvé mon info. Non, mais si je reprends un peu, alors moi pour le coup le côté atelier à destination du grand public un peu terre à terre. Je vous parlais des bulles de filtre, mais typiquement nous ce qu'on aime bien pour essayer de faire c'est d'essayer de faire comprendre aux gens, même de manière assez simple, comment une IA apprend, et du coup comment elle fonctionne en fait, et du coup le poids qu'elle met. Il existe des solutions un peu éducatives comme VitaScience que vous connaissez peut-être, qui permet rapidement de s'amuser à apprendre à une IA des images d'hommes qui ont tous les cheveux courts, des images de femmes qui ont tous les cheveux longs. Je fais une photo de moi devant des seniors et je leur montre que d'après cette IA-là apprise en 1 minute 20, je suis une femme. Et donc en fait du coup, je trouve que apprendre comment ça fonctionne, du coup, même s'il y a dans les IA grand public, il y a de moins en moins d'hallucinations. Vous savez, quand l'IA répond n'importe quoi ou vous génère n'importe quoi, ce n'est pas une hallucination. Mais du coup, on arrive encore à en faire un peu, à en trouver quelques-unes. Et je trouve que ce système-là, ça nous permet aussi, après, d'initier un échange avec les personnes à qui on présente ces sujets-là, de montrer un peu comment l'IA travaille et donc pourquoi on a ces hallucinations-là. Et donc, ça permet aussi, à un moment, en tout cas, nous, on trouve que ça nous aide aussi à bien faire comprendre que, du coup, parfois, ce qui va ressortir ne va pas être la vérité, en tout cas... Et que donc du coup essayer vraiment d'initier le débat, d'initier la compréhension auprès des gens en face pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et ces solutions-là, nous, ça nous aide aussi d'aller chercher des hallucinations parfois un peu folkloriques, mais qui permettent vraiment de dire on a ce résultat-là, puisque remontons dans le temps et on va voir que donc du coup, comme tous les hommes ont les cheveux courts, en fait la coupe de cheveux a un poids plus important que la barbe, par exemple, puisque du coup il y aura peut-être un homme sur 2 qui aura la barbe. Et donc c'est des exemples. Une femme,
tout ce qu'on veut. Mais voilà, je prenais cet exemple-là parce qu'il marche extrêmement bien sur moi, donc du coup j'ai pris l'habitude de l'utiliser. Mais voilà, ça permet vraiment à un moment de détricoter le fonctionnement et je pense que c'est important pour arriver au final à ce que les gens soient un peu alertes en disant attention, je vais d'abord aller croiser certaines sources, par exemple, pour vérifier que ce que tu me dis là est réel ou non. En fait, de comprendre pourquoi c'est cette réponse-là et peut-être un peu les mécanismes qu'on va pouvoir derrière mettre pour lutter contre les biais de l'apprentissage et les biais de l'IA, mais aussi les biais humains où on a bien envie de croire ce qui nous plaît et pas forcément ce qui est vrai, quoi. Enfin. Alors, je trouve que ça amène deux questions. Il y a d'abord une question de... en termes de sociologie, est-ce que et d'inclusion, est-ce que justement ça met pas les gens dans des cases? Et la deuxième, c'est pour revenir au commun numérique. Est-ce que dans ces cas-là, comme on va avoir des réponses qui sont un peu génériques et qui vont peut-être justement rentrer dans des cases, est-ce qu'on va pas tous finir et toutes finir par penser la même chose, de la même manière, le sortir de la même manière, donc avoir les mêmes mots? Et dans ces cas-là, est-ce qu'on est encore décisionnaire? Est-ce qu'on a encore justement ce libre arbitre dont tu parlais précédemment? J'aime beaucoup cette remarque parce que c'est l'essence même de ma recherche, où je compare justement l'intelligence artificielle versus l'intelligence humaine. Et notre conclusion, c'est la suivante, c'est que l'intelligence humaine, et c'est marrant, moi, je fais cet exercice avec mes étudiants, et je leur demande, donc pour un problème donné, je leur demande d'apporter une réponse. Donc c'est uniquement, ils discutent entre eux. Et là, ils apportent une réponse. Et ensuite, je leur demande d'utiliser. Clairement, je leur dis, voilà, utilisez l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles, et ensuite, on se met à comparer les réponses. Et 9 fois sur 10, la réponse apportée par mes étudiants est beaucoup plus riche et intuitive que la réponse apportée par l'intelligence artificielle. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Donc, en fait, quand on parle de biais, je dirais que ça dépend du prompt. Moi, quand j'utilise, mais encore une fois, c'est parce que je teste les intelligences artificielles. Je n'ai pas les mêmes prompts que mes étudiants. Mes étudiants ou toute personne néophyte va arriver avec des questions très basiques. Donc, question basique égale réponse basique. Maintenant, si vous arrivez, donc les personnes qui connaissent l'intelligence artificielle, moi, avec mes collègues, nos prompts, ils font 1 page et demie. Il faut ça, mais attention, on ne veut pas ça, mais il faut également ça, il faut rajouter d'autres facteurs, mais attention, etc., etc., etc. Ça peut... Donc, on a commencé avec une demi-page Word, ensuite 1 page, et ensuite 1 page et demie. Et là, je peux vous dire que le biais, il est vraiment réduit. Mais en même temps, on l'oriente. Et je trouve que c'est là où ça devient intéressant, c'est cette conjonction entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Donc, nous ne sommes pas sujets à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle n'est autre qu'un outil qui est fondé sur le passé. Ce sont des données historiques. Ce qui manque fondamentalement à l'intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui, c'est la notion d'intuition. Et le cerveau humain, il est suffisamment complexe et riche. Et moi je dis tout le temps à mes collaborateurs, si on imagine donc sur une échelle de 1 à 10, quel est le niveau d'utilisation de notre potentiel? Et maintenant, de se ruer sur l'intelligence artificielle et de toute façon, la recherche le montre. La plupart des questions qui sont posées donc sur les outils d'intelligence artificielle, ce sont vraiment des questions qui sont basiques. Mais des questions véritablement intelligentes, il y en a très très peu. Quand je dis intelligent, c'est dire beaucoup plus complexe. Donc, si suggestion il y a de l'intelligence humaine, c'est parce que quelque part nous l'avons entretenue. C'est là où j'alerte. Et donc dans ma recherche justement, j'écris tout un ouvrage sur le sujet. Il est de notre devoir à nous en tant qu'intelligence humaine d'utiliser notre intelligence donc, à son plein potentiel et tout le fruit, donc cette capacité, cette richesse, cette richesse intuitive. Et c'est véritablement ce qui manque à l'intelligence artificielle. Ça a l'air évident dit comme ça, mais si on se concentre sur l'utilisation quotidienne des intelligences artificielles, on se rend compte que ce sont des données historiques, et 2, on l'utilise vraiment pour des questions qui sont basiques. Du coup, j'avais une remarque qui va totalement dans ton sens.
Il se trouve que là, au mois de décembre, j'étais invité pour organiser un workshop avec des étudiants et je leur ai proposé en fait ce scénario en partant de, comme tu le disais, ce que tu appelles toi données historiques, en partant du fait que l'IA en tant qu'un objet statistique finalement qui ne marche que à partir de la combinatoire d'éléments déjà mémorisés par l'humain et stockés numériquement sur tous les serveurs disponibles à la surface de la planète, quoi. Mais du coup, je bâtissais ce petit scénario un peu dystopique en imaginant que à partir du moment où là, comme c'est déjà en train d'être le cas, il y a de plus en plus de contenus qui sont générés par l'IA, donc générés à partir de combinatoires d'éléments qui sont déjà stockés, numérisés sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe si au bout d'un moment quelque part, cette mémoire se met à tourner en circuit fermé, un peu comme une sorte de Larsen, en fait, à se saturer finalement de combinatoires de choses qu'elle a déjà stockées sans un afflux neuf, entre guillemets, d'éléments extérieurs qui viendraient réenrichir cette mémoire, quoi. Comme si finalement l'IA devenait comme une sorte de méta-sanibroyeur d'une certaine manière, d'éléments déjà, d'images, de textes, de sons déjà numérisés, ce qui pose effectivement, comme tu le disais, la question de l'input, en fait, le moment où on perd pas, on lâche pas le tuyau, en fait, qui permet d'insuffler de la nouveauté, ou en tout cas une singularité qui est intrinsèquement liée effectivement à la qualité de production d'une intelligence humaine, même si quand on regarde par exemple l'histoire de l'art, on a plein d'exemples qui fonctionnent un peu déjà sur ce type de principe. Par exemple, Mozart utilisait des phrases musicales de symphonie de Haydn, donc reproduisait finalement, réinsufflait un peu comme le ferait une IA aujourd'hui, des éléments qui préexistaient. Poussin, quand il peint les bergers d'Arcadie, c'est en reprenant une peinture du Guerchin. Donc il y a déjà ce phénomène de recyclage, en fait, et qui me semble un peu, potentiellement pouvoir tourner de manière accélérée par l'IA. Donc se pose la question de l'input dans cette espèce de boucle sans fin, quoi. La dernière question avant de passer aux échanges avec le public, parce que je sens qu'il va y en avoir beaucoup. On parle d'intelligence artificielle, de commun numérique, mais il y a quand même une question centrale avec l'intelligence artificielle, c'est par rapport au développement durable. Comment elle se positionne par rapport à ça, et comment faire en sorte de justement continuer d'utiliser notre matière grise et l'intelligence humaine pour réduire aussi l'impact de l'intelligence artificielle. Enfin, je sais pas si c'est très clair comme question, parce que c'est vaste et je sais que je mets les pieds dans un marécage, mais c'est quand même important d'en parler, parce que je trouve que dans la plupart des conférences et dans la plupart des tables rondes qui traitent de ce sujet-là, en fait, c'est pas abordé, ou du moins c'est pas assez abordé. Du coup, je commence cette fois-ci. Non, mais ce sujet-là, en tout cas, l'IA accélère les réflexions, mais globalement, si je prends par exemple la situation du territoire de l'agglomération Lens-Liévin, on a déjà des difficultés d'inclusion. Il existe des statistiques qui permettent de voir un peu le niveau de maturité numérique des territoires. Il y a plusieurs outils qui existent, soit proposés par l'État, soit proposés par la région, ce genre de choses. Et donc, on a des diagnostics de maturité un peu là-dessus. Et pour moi, on peut pas séparer un peu les démarches d'inclusion, de réemploi et les démarches aussi de développement durable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, ce que je vois sur le territoire, c'est qu'on a déjà une fracture numérique qui est réelle et où on a la crainte que l'IA forcément l'accélère. C'est-à-dire que les gens qui sont peu numérisés à l'heure actuelle, on risque d'agrandir le fossé. Et du coup, c'est pas une manière de répondre à côté de la question, mais pour moi, en fait, l'IA vient complexifier le sujet de répondre à ces problématiques-là. Et nous, on est déjà dans une logique de comment on fait pour créer des filières de réemploi local qui permettent simplement d'éviter, parce que le déchet, encore une fois, le plus facile à recycler, vous connaissez l'adage, c'est celui qu'on produit pas. Du coup, déjà, comment on fait pour faire en sorte que les déchets liés au numérique actuel, on arrive déjà à les réemployer quand on peut, à les recycler, à mettre toute la chaîne de valeur derrière. Du coup, l'IA, mais globalement, si on veut s'amuser, on peut imaginer que l'arrivée de Windows 11, ce soit à peu près la même chose. En fait, ces sujets-là vont générer probablement plus de déchets.
mais peut-être aussi plus d'opportunités de réemployer, de faire de l'inclusion et d'amener vers le numérique des gens qui en sont éloignés. Donc là, c'est plutôt un premier élément de réponse. En tout cas, nous, du point de vue de la collectivité, on en est déjà là. Donc plutôt de se dire oulala, attention, ça va être une catastrophe pour le développement durable, c'est surtout qu'à un moment on a déjà des problématiques qui sont très locales et qui sont très importantes, et du coup comment on fait pour déjà travailler sur ces problématiques-là, éviter de les agrandir le plus possible. Et je pense qu'après je reprendrai le micro parce que sur ce sujet-là, je pense qu'il y a quand même de quoi dire. C'est une question, je rejoins Aurélien, c'est une question qui est très intéressante, pertinente, mais en même temps, en fait, on peut la prendre par tellement de bouts. Moi, je vais proposer 2 approches. La première, en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, à chaque fois que nous envoyons un email, clairement, nous générons une pollution. Est-ce que nous sommes conscients de cette pollution? Je pense que là, il va falloir en fait sensibiliser. L'utilisation massive maintenant de OpenAI et de tous ces outils en fait fait que la pollution est de plus en plus accentuée. Et là, c'est une vraie problématique sociétale. La question, c'est nous connaissons les utilisateurs, nous connaissons les concepteurs, mais finalement, qui est responsable? Nous parlons de commun numérique. Et le problème avec le commun, c'est que ce qui appartient à tout le monde appartient à personne. C'est là où on pose la question des institutions, mais les institutions vont dire oui, mais moi je suis une institution locale, non, mais moi je suis la nationale, ce n'est pas moi, et donc il y a l'international. L'international, c'est où? Est-ce que c'est le niveau européen? Est-ce que c'est le niveau encore un peu plus au-dessus? C'est une question qui est véritablement complexe en fait, et c'est tout l'enjeu en fait des différentes COP qui ont eu lieu. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs COP, mais finalement il y a, alors je ne dirais pas qu'il n'y a pas de solution, il y a des solutions, de plus en plus de solutions, mais je pense que tant qu'on n'arrivera pas à un accord international, il sera difficile d'arriver à apporter une réponse qui soit concrète. En tant que chercheur, de toute façon, nous devons tout le temps contribuer à la science. Nous ne pouvons pas publier le même article, on ne peut pas avoir le même article en Chine, en France. Non, il y a toujours une valeur ajoutée. Et c'est un peu donc, nous contribuons au développement durable, en tout cas en matière de réflexion. Alors, je ne dis pas tout le temps que ce que nous publions est lu, compris et appliqué. Mais en tout cas, je pense que tout à l'heure, quand tu parlais de cette idée selon laquelle est-ce que finalement on ne tourne pas autour du même cercle en train de produire, de générer la même chose, je pense que, en tout cas, dans le domaine de la recherche, nous sommes obligés c'est ce qui fait la valeur ajoutée, la différence entre les chercheurs. C'est qu'est-ce que j'apporte à la science. Alors oui, l'intelligence artificielle va soutenir les chercheurs. Alors oui, il y a parfois chez les auteurs, dans le domaine scientifique ou autre, il y a des questions de plagiat, mais en tout cas, nous sommes de plus en plus outillés pour détecter le plagiat. Donc voilà, donc il y a plusieurs points d'entrée, mais en tout cas, moi, je me permets d'apporter une contribution pour ces 2 points d'entrée-là. Mais je ne sais pas ce qu'il en est sur le plan artistique. Je n'aurais pas grand-chose à en dire sur le plan strictement artistique, parce que... mais oui, pour recentrer plus sur la question du développement durable, quelque part ça va un peu dans le même sens de ce que tu viens de dire, mais me semble-t-il que ce qui définit la pertinence d'un pouvoir politique, en fait, c'est sa capacité à faire face aux problèmes auxquels il est censé, auxquels il a pour vocation de répondre. Et il me semble qu'aujourd'hui, les 2 échelons à privilégier sur ces questions-là sont l'échelon local, mais peut-être aussi un échelon supranational, parce que on en revient un peu à la même idée que de manière assez générale autour des questions liées au numérique, on est face à des choses où très souvent l'échelon national me semble pas très pertinent. Il y a un philosophe britannique qui s'appelle Timothy Morton qui a écrit un livre assez intéressant là-dessus qui s'appelle Hyperobjet, en fait, où il décrit ce que lui appelle les hyperobjets. Un objet, en fait, étymologiquement, c'est quelque chose qu'on peut poser devant soi, c'est-à-dire qu'on peut le prendre dans la main, le manipuler, tourner autour et du coup s'en emparer et le saisir dans tous les sens du terme. Et il dit en fait qu'aujourd'hui, avec par exemple le dénominateur commun d'Internet, du trou dans la couche d'ozone, de la pollution, du réchauffement climatique ou du rayonnement fossile dans l'univers, c'est qu'en fait c'est des objets qui sont totalement au-delà de
de nos capacités humaines immédiates, que ce soit à leur échelle spatiale, temporelle, et que du coup, il faut réfléchir à d'autres approches et à d'autres structures en fait pour essayer de les saisir, encore une fois, avec toute la polysémie que le terme peut présenter. Et je pense qu'il y a forcément une réflexion politique à avoir, vu l'échelle des enjeux, d'un enjeu comme le coût carbone de l'IA dans le réchauffement climatique. Aurélien qui a retrouvé son idée. Oh non, c'était sur la question d'avant. Mais non, mais c'est juste parce qu'on parle d'IA et de consommation de ressources. Il y a un sujet qui m'avait fait un peu sourire, mais un peu jaune. Il n'y a pas longtemps, enfin forcément, on l'a eu passé, la génération d'énormément d'images avec le style du studio Ghibli. Vous avez peut-être entendu parler. Et du coup, il y a eu des données qui ont été sorties et reprises par la presse, et reprises au sens large par la presse, qui étaient basées non pas sur... on va dire qui était basé sur une image d'Épinal des data centers, qui étaient des data centers qui consommaient de l'eau en circuit ouvert, et pas du tout sur les autres data centers qui consomment moins d'eau, parce que on est sur des circuits fermés, ce genre de choses. Et pour moi, ça illustre quand même énormément de choses. Rien que cette question-là est la reprise par des médias grand public de données qui sont erronées, pour le coup, ou basées sur une étude qui cible un type de data center très précis. C'est qu'en fait, pour moi, ce sujet-là était à la croisée des chemins. C'est-à-dire on voyait la crainte de l'IA, la crainte de sa consommation de ressources, le fait que beaucoup de publics, de médias et autres comprenaient mal comment ça marchait, comprenaient mal les technologies derrière. Et donc, en fait, pour moi, ce sujet-là, il incarnait un peu on va dire le plaisir, ou en tout cas d'utiliser l'IA pour générer des choses plutôt sympas. À côté de ça, toute la crainte, toute la question de la consommation. Enfin, voilà, c'était... J'aborde ce sujet-là parce que je trouvais qu'il illustrait bien en fait toutes les manières de réagir vis-à-vis des usages de plus en plus déployés de l'IA. Donc je trouve que c'est une question qui permet de faire quand même pas mal de débats et d'inclusion aussi. Moi, j'avoue que c'est une casquette que je prends souvent. Eh bien, merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions maintenant. Je ne sais pas qui a envie de prendre la parole, de poser la première question. Bonjour. Alors, donc on parlait que les étudiants ils font des recherches avec ChatGPT. Bon, là, je suis pas tout à fait d'accord. Bon, on peut dire que je suis de la vieille école. Hein. J'utilisais à l'époque Alta Vista, Yahoo. Vraiment, ça date il y a une vingtaine d'années. Et en fait, ChatGPT, c'est un outil d'assistant pour moi. En fait, le ChatGPT, il nourrit les informations que les humains donnent. Par exemple, on peut le forcer à dire que, je ne sais pas, le ciel est rouge, le ciel est rouge, le ciel est rouge. Et là, le ChatGPT va dire le ciel est rouge. Pour moi, c'est en fait le reflet que l'humain donne aux informations. Donc, moi, je reste toujours à l'ancienne. Donc au niveau des recherches. Donc, mais pour faire sa structuration, pour faire en tant qu'expert marketing, là par contre, c'est un bel outil. Mais c'est le but justement. Quand nous sommes formés par Harvard qui nous dit justement embrace AI, donc intégrer l'IA, le but est de leur faire comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est comme le téléphone, c'est comme un ustensile de cuisine. C'est comme la voiture, un moyen de locomotion, c'est un outil. Ce n'est ni plus ni moins qu'un outil. Et nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'éducateurs, c'est de leur faire prendre conscience, parce que ce sont quand même de jeunes esprits. Hein. Nous avons certains étudiants qui ont 17 ans et demi. Ils sont intelligents, donc ils ont le bac avant 18 ans, mais ils sont encore très, 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 très jeunes. Et c'est tout l'enjeu, c'est de leur faire prendre conscience que alors déjà, c'est pas interdit parce que ce sont les établissements où je vois certaines universités qui le bannissent. Le problème avec l'interdiction, c'est que plus quelque chose est interdit, plus ça intéresse les gens. Donc parfois, il vaut mieux pas interdire. Donc moi, ce que j'ai avec mes étudiants, c'est que je leur dis... Donc avant, on leur demandait d'écrire des rapports. Maintenant, on leur demande plus de rapports. Moi, je leur dis, voilà, vous m'envoyez des slides, je veux telle information, telle information, telle information. Et donc là, ça compte pour 5 points, mais les 15 autres points portent sur la participation à l'oral. En plus, ce sont des cours en anglais, participation à l'oral, et d'être capable d'expliquer un phénomène. C'est là où l'intelligence artificielle a des limites, parce qu'elle peut écrire
mais elle ne peut pas encore parler à notre place, en tout cas pas en présentiel, parce que j'ai vu des interviews où en fait la personne lisait et on voyait même pas en fait que c'était des informations générées par intelligence artificielle. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, la personne quand vous avez fait le film et l'acteur qui voilà, c'est ça. Donc voilà, donc c'est un véritable enjeu. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un outil, comme Google, c'est un outil. Maintenant, est-ce que tous les éducateurs, tous les professeurs, tous les enseignants ont le temps, comme nous, de prendre le temps, parce que parfois ça devient un luxe, de prendre le temps d'expliquer l'intelligence artificielle, parce que déjà il faut être formé. Moi, c'est parce que j'ai la chance d'être dans le privé, j'ai la chance de mener une recherche sur le sujet, mais j'ai d'autres collègues qui, par la force des choses, ne peuvent pas. Et là, c'est un véritable danger, je pense. Non, ce que je voulais dire quand je ciblais le fait que ChatGPT est en train de se substituer à Google, en fait, ça part juste d'observation. En fait, c'est la situation qui, moi, me semble de base d'une requête Google. Enfin, l'exemple, c'était, j'ai eu une stagiaire, par exemple. C'était des trucs triviaux en fait où ce qui moi mon réflexe aurait été de chercher sur Google, je sais pas, la distance Paris-Berlin par exemple, ou à quelle heure passe tel train, quoi. En fait, le réflexe, c'est de demander à ChatGPT, en fait, qui quelque part a la même capacité, parce que finalement, sur ces questions-là, ChatGPT va ni plus ni moins être une sorte de Google, mais qui parle, quoi, qui reformule de manière plus intersubjective, avec l'illusion de l'intersubjectivité dans la relation directe à l'outil, même si... moi, je suis très stiglerien sur la question, ou simondonien, quoi. Pour moi, l'outil la définition de l'outil, l'outil n'est pas neutre, quoi, dans le sens où il est construit, c'est de la pensée incarnée par un objet, et du coup, il y a plein il y a des biais, il y a des manières en fait qui font que d'un outil à l'autre, on va pas avoir le même effet, quoi. Si on veut planter un clou avec une pantoufle ou avec un marteau, ça va pas se passer de la même manière, quoi. Mais du coup, ce qui me semble questionnant, c'est que voilà, quoi, c'est que dans des situations aussi triviales que demander, que de chercher la distance Paris-Berlin ou à quelle heure ferme la pizzeria du coin, quoi. C'est le passage en fait d'un moteur de recherche qui par ailleurs a plein de biais, parce que l'algorithme de Google il est pas neutre non plus, mais le passage à ChatGPT implique, me semble-t-il, voilà, quoi, l'arrivée d'autres filtres, d'autres biais, d'une autre distance avec l'information qui me semble questionnante, quoi. Et c'est un état de fait, en fait. C'est pas, je veux dire, c'est quelque chose. Statistiquement, je l'ai observé de manière quasi unilatérale chez les jeunes d'une vingtaine d'années que j'ai pu avoir l'opportunité d'observer sur les derniers 6 mois, quoi. Alta Vista, version 2025. Voilà. Complètement en accord avec vous. Je suis maman de jeunes gens, 25 et 20 ans, et je ne connaissais pas ChatGPT depuis quelque temps. Et à chaque fois, je posais la question, tiens, Google m'a pas donné la bonne information. Mon fils me dit, maman, va sur ChatGPT. Donc, effectivement, c'est le premier outil aujourd'hui chez les jeunes. Nous, c'est Google, mais c'est le problème générationnel. Comme on est sur Facebook, nous, les has-been, les vieux, c'est Hasboon et Facebook, et Asta, les autres sites, c'est les jeunes. Donc, je pense, à un moment donné, il y a aussi cet écart générationnel. Effectivement, l'IA, le téléphone portable, c'est leur deuxième main, c'est greffé. Nous, on commence aussi, attention, faut pas non plus dire toujours sur les jeunes. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi tout ça. Par contre, moi, il y a une petite question, je sais pas si vous pouvez m'en parler. Alors, ChatGPT est vraiment mis aujourd'hui en évidence, mais il y a un outil récent que l'État a sorti qui est Chat. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Alors, pareil, la légitimité des données, parce qu'on est des utilisateurs, on a envie de consommer mieux aussi. Moi, j'entends bien le développement durable. J'entends aussi derrière consommation de ressources. Les mails, effectivement, on est tous avec des messageries à garder, plein de mails avec des liens. À nous aussi, commencer à nettoyer. De mémoire, le numérique crée plus de déchets que le bâtiment. C'est numéro 1 désormais. Donc voilà, nous, on est aussi tous des utilisateurs et on a envie, quelque part, de mieux consommer. Comment les clés? Et est-ce que Chat
peut se substituer à ChatGPT. Oui, les récents, c'est français en fait. Alors moi, je vais vous parler exemple de mes étudiants. Mes étudiants, ils sont internationaux. Donc il y a des Français. Il y en a qui viennent de Chine, Singapour, l'Inde, Canada, les États-Unis, Afrique. Ils viennent certains sont là pour 3-4 ans. Ils font donc tout leur cursus en France. Certains viennent pour un semestre. C'est minimum un semestre. Moi, mes étudiants internationaux, clairement, n'utiliseront pas le chat. Aussi, selon les structures, vous savez, alors moi je suis dans une école de commerce et de laboratoire, donc il est donc en management international. Nous sommes dans l'international. Nous sommes à l'international. Et ce qui est demandé aux étudiants, c'est de penser global. On utilise souvent le glocal, donc penser global. Donc on leur demande de parler l'anglais, de comprendre l'international, parce que ce sont les managers de demain dans des grandes filières. Alors ça peut être différent d'un établissement à un autre, mais juste pour vous dire, moi, les miens, clairement, ils n'utiliseront pas le chat. D'abord parce que la majeure partie sont des internationaux. Et concernant les étudiants français, ils sont un petit peu en concurrence avec les autres. Ils vont dire, bah oui, mais c'est lui. Peut-être que lui, il va utiliser une intelligence artificielle qui va brasser des données internationales et peut-être que lui, il aura accès à des informations beaucoup plus complètes. Pourquoi est-ce que moi, j'aurais ça? Mais finalement, ce qui compte pour l'étudiant, c'est la note. C'est leur principale valeur ajoutée. Donc, je dirais, oui, le chat pourrait... Alors, j'ai l'impression de parler de lessive. Alors, le chat peut compétir à condition qu'il ait cette capacité, à l'image de OpenAI et de toutes ces grandes entreprises internationales, de brasser une masse d'informations mondiales, mais qui soit éthique. Et ça, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, pas encore en 2025. Après, ça dépend aussi de où est-ce qu'on met le curseur, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a pas parlé du sujet, mais typiquement, tout ce qui est, par exemple, le respect du RGPD, ou en tout cas, ce que les entreprises derrière font des données à caractère personnel, normalement, qu'il ne faudrait pas déposer, mais en tout cas, à mon avis, qu'il y en a quand même beaucoup qui remontent. Et là, pour le coup, c'est aussi une manière de voir les IA que nous, on estime plus ou moins vertueuses. On a plusieurs manières d'appréhender un peu le côté vertueux des IA, et notamment, par exemple, le sujet du RGPD, de comment exploite la société derrière pour apprendre son IA sur la base des données qui sont déposées par ses propres utilisateurs. C'est aussi une manière, à un moment, pas dire de classer, mais en tout cas de se dire, moi, je préférerais peut-être utiliser celle-là parce que dans les conditions générales d'utilisation, c'est indiqué que telle et telle chose. Il y a aussi ces questions-là, il n'y a pas que les questions de la... En tout cas, là, on rejoint un peu les questions de la qualité de l'apprentissage, quoi. Est-ce qu'on peut estimer que le LLM Mistral, derrière, il a appris sur une volumétrie de données, une qualité de données suffisante par rapport aux autres IA? C'est sûr que si on cherche Tiananmen sur Mistral, on aura peut-être une réponse. Si on cherche sur DeepSeek, pour le coup, on n'aura probablement pas la même réponse, quoi, voire pas de réponse du tout. Donc après, voilà, c'est aussi un curseur individuel qu'on met derrière son usage, quoi. Et voilà, c'est juste... pour le coup, c'est le LLM chinois. On en parlait tout à l'heure de l'IA chinoise, donc voilà. Enfin, l'exemple était un peu au chausse-pied, mais bon, vous avez compris je pense. Bah, me semble-t-il du coup que le maître mot derrière tout ça, c'est l'éducation en fait. Hein. C'est comment les publics, à n'importe quel niveau que ce soit, sont familiarisés. Enfin, c'est comme ça revient à l'exemple de la gestion de sa boîte mail pour essayer de limiter son impact environnemental. Tout ça est possible à partir du moment où on a conscience que garder trop de mails sur sa boîte mail, ça a un coût écologique, quoi. Donc, pour moi, comme pour beaucoup de sujets par ailleurs, la notion clé, c'est l'éducation qui permet au moins à minima de faire prendre conscience d'enjeux qui sinon sont totalement invisibilisés. Nous polluons car nous utilisons donc très souvent nos boîtes mail. Ce qui pourrait être intéressant, par exemple, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise un email, c'est d'avoir une sorte de curseur. Ben voilà, vous avez pollué tant. Et ça, nous l'avons. Moi, j'ai une application de ma banque qui me rappelle tout le temps. Alors, du coup, j'utilise de moins en moins. Et qui me rappelle combien j'ai pollué. Et je pense que ça pourrait être intéressant parce que nous avons tellement d'emails. Et parfois, je vois certains emails en fait, qui ne servent à rien. En fait. Parfois, c'est juste oui. OUI ou juste un pouce. Est-ce que véritablement nous avons besoin d'un email pour cela? Je pense que ça pourrait être une très bonne piste d'amélioration, mais qui va bien entendu pas révolutionner le monde.
Ce qui fait, moi je vois beaucoup de personnes, des collaborateurs et également des étudiants qui utilisent Google tout simplement parce qu'avec Google, donc il y a le Google Doc, Google Document, donc il y a le cloud en fait, et donc en fait il y a un abonnement premium qui permet d'accéder à un certain nombre de services. Et l'entreprise en fait est tellement grosse, grande, mondiale, internationale qu'elle peut prendre en charge tous ces services. Maintenant, est-ce que les autres services comme Ecosia le permettent? C'est une véritable question qui se pose et qui revient. Tout à l'heure je parlais des parties prenantes. Ce serait bien qu'il y ait une véritable coordination entre les différentes parties prenantes pour soutenir justement donc ces organismes en capacité de produire des données de qualité et de leur donner les moyens pour pouvoir développer tous les services connexes qui vont avec. Il y a une question, promis, je te laisse la parole après. En fait, là, du coup, les éléments de réponse me donnent envie de réagir encore plus. Donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais pour le coup, les éléments de réponse là réinterrogent aussi la logique de commun dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est qu'après, le Framasoft, toutes ces logiques-là, derrière, sont des logiques de commun qui permettent à un moment de ne pas aller déposer des données sur des géants américains, de ne pas donner des données à caractère personnel, ce genre de sujet. En fait, tous les sujets vont se répondre. Et là, pour le coup, Frama, mais comme les solutions, comme l'OS Linux, comme pas mal de sujets, sont des communs et sont potentiellement à la fois des bonnes alternatives pour un usage plus vertueux du numérique et aussi une solution pour améliorer la durée de vie des équipements. Et, enfin, voilà, tous les sujets vont vraiment, de mon point de vue, vraiment se répondre. Et donc voilà, c'était juste pour ajouter une petite pierre là-dessus. Il y avait un autre élément auquel tu m'avais fait penser, mais je l'ai oublié. Donc du coup, je vais donner la parole en face. Ok. J'ai entendu beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais réussir à tout dire, mais pour moi, je rejoins là-dessus, c'est que l'urgence, là, c'est plutôt d'apprendre à se servir de l'intelligence artificielle et surtout d'apprendre à ne pas s'en servir quand c'est pas nécessaire. Et j'ai entendu des choses, certaines confusions aussi. On n'a pas défini ce que c'était l'IA au début. Il y a plusieurs IA. Il y a des IA de reconnaissance faciale, algorithmique. Il y a des IA de génération de texte, ChatGPT ou Midjourney, des choses comme ça. Pour les IA de reconnaissance, celles qu'on connaît déjà, j'ai une question, c'est qui les fait et pourquoi? Actuellement, c'est l'algorithme de Google, de YouTube pour vous capter le plus de temps possible devant l'écran pour vendre de la publicité. Donc il me semble que quand on parle de commun numérique, il faudra déjà s'interroger sur c'est pour qui. Ensuite, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, le côté écologique, il me semble que c'est pas juste quelque chose qu'on peut mettre d'un revers de main. L'entraînement de ces modèles consomme énormément, mais à la différence d'autres modèles d'intelligence artificielle de reconnaissance, ils consomment énormément à la requête. Donc une requête sur un moteur de recherche quelconque, c'est pas le même prix qu'une requête sur ChatGPT ou autre chose. Ensuite, sur le fait que ce soit commun, il y a des intelligences artificielles génératives qui sont effectivement open source, Llama ou d'autres, mais ChatGPT ne l'est pas, et surtout les données ne le sont pas. Vous avez des données qui sont à bord, il faut énormément de données pour entraîner ces modèles, donc il y a énormément de choses qui sont prises dans le command crawl. Mais il y a aussi énormément de choses, comme Google, son business model depuis le début, c'est de capter des données. Et il ne vous dit pas ce qu'il en fait. Mais avec des attaques de prompt sneaking ou de prompt macaroni, on peut retrouver quelquefois ces données et on se rend compte que ce n'est pas des données sur lesquelles on a donné un consentement. Donc c'est problème de dire, c'est bien de dire qu'il faut, de souligner qu'il faut avoir des données sourcées, des données de qualité. Mais aujourd'hui, un modèle qui répond correctement, il a été entraîné avec beaucoup de choses et c'est seulement le fine-tuning sur lequel on vient rajouter quelque chose. Et cette énorme masse de données, même si on peut voir l'algorithme et le comprendre, on ne peut pas comprendre ce que fait le système en général, parce que ça va dépendre des données qu'il a ingérées. Voilà. Mais du coup, sur ce que tu as dit par rapport aux ressources pour l'apprentissage, enfin ce que tu as dit, on est d'accord là-dessus, pas de souci. Moi, j'avoue que point de vue collectivité, c'est pas l'IA. Enfin après, c'est pas l'IA générative qui nous intéresse tant que ça. C'est plus les IA de traitement, les IA prédictives. Typiquement, il y a quelques exemples en France sur la prédiction à Nantes, sauf erreur, de la consommation des cantines scolaires.
Donc c'est des IA prédictives, sur des IA qui vont permettre d'analyser des toitures, par exemple, sur la base d'orthophotoplan, pour voir des toitures en mauvais état, ce genre de choses, des IA qui permettent de faire du traitement. C'est ces IA-là qui sont extrêmement intéressantes pour les collectivités. Et du coup, ces IA-là, on en parlait au début, où pour moi, il y a un vrai challenge de maîtriser l'apprentissage de ces IA-là, et donc de le faire en mutualisation avec les collectivités d'à côté, pour avoir la maîtrise sur les données qu'on donne en entrée. Sur les IA génératives, nous on en parle aux usagers parce que forcément, on parle souvent de ChatGPT parce que son arrivée a mis sur la table le sujet et l'a rendu très grand public. Mais du coup, c'est pas tant ces IA génératives-là qui sont intéressantes pour les collectivités. Il y en a certaines qui peuvent l'être. On commence à avoir, par exemple, des collectivités qui préécrivent les délibs, donc tout simplement les décisions des collectivités via les intelligences artificielles. Ça nécessite forcément une vraie relecture parce que derrière, voilà, on est sur ce genre de sujet. Donc après, se pose la question de est-ce que ça vaut le coup ou non. Là, c'est encore une fois une autre question. En fait, c'est les collectivités qui aussi et les élus derrière qui prennent leurs décisions là-dessus. Mais c'est extrêmement compliqué de sensibiliser le grand public à la consommation que représente une IA. Parce que oui, la principale consommation, ça va être son apprentissage. Et c'est bien pour ça que qu'en France, on n'a pas beaucoup de structures qui se décident à faire des LLM avec énormément de données, tout simple, pour plein de raisons, mais aussi parce qu'à un moment, les ressources financières et donc derrière les ressources écologiques qui ont été mises par OpenAI, par Google, par X, par d'autres, elles sont sans commune mesure avec ce que pourraient mettre des structures plus locales, quoi. Du coup, là, tu as donné énormément d'éléments. J'ai quelques éléments de réponse à mon modeste niveau. Mais du coup, ce qui intéresse plutôt les collectivités, ça va être les agents conversationnels dopés à l'IA, parce que du coup, la ville de Plaisir en région parisienne l'avait mis en place en 2022. Et du coup, ils avaient vu, notamment pour améliorer la qualité du suivi des demandes des usagers, où ils étaient passés, je ne sais plus, de 62% à 8% de taux de perte, c'est-à-dire de demandes d'habitants qui étaient sans réponse. Donc c'est sur ces sujets-là où, à défaut, on ne va pas mettre la tête dans le sable, on ne va pas se dire on n'utilise pas l'IA, tant pis, mais à un moment, quand ils utilisent, nous, collectivités, à bon escient, pour que ça rende vraiment service à la population, aux usagers. Et voilà, après, sur les LLM, là, pour le coup, malheureusement, nous, typiquement, une collectivité ne va pas pouvoir mettre un mur, quoi. C'est pas possible, quoi. On a encore le temps pour 2 questions. Donc, je vais vous donner la parole. Alors, je vais déjà passer la parole de manière chronologique. Donc, d'abord, madame. Alors, je suis arrivée avec une inquiétude et je reste avec cette inquiétude. J'ai entendu une seule fois le mot éthique. J'ai pas entendu le mot émotion. Alors, je suis coach et je sais que est en train de sortir du coaching avec l'IA. J'aimerais comprendre un peu alors comment comment a pu se construire ça par rapport aux émotions. Quand on est coach, on se base là-dessus aussi, sur ce qu'on voit, sur comment faire lever des freins, comment arriver aux émotions des personnes. Donc ma question est, on en est où par rapport à ça, sur une éthique, parce que je trouve l'humain, en fait, j'ai pas entendu beaucoup d'humains, on a parlé de beaucoup de choses, mais pas beaucoup d'humains. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça et où est-ce qu'on en est en fait et comment est-ce qu'on a pu générer ça et quelles sont les limites de tout ça? Voilà. Je me permets d'interagir. Je vous remercie beaucoup pour cette question. Elle m'intéresse tout particulièrement parce que en étant professeur, je me suis intéressée, j'ai développé une autre casquette qui est celle de praticienne en développement personnel, parce que je me suis intéressée à toutes les questions de discrimination et l'autodiscrimination et qu'est-ce qui fait qu'une personne va s'autodiscriminer. Donc à un moment, effectivement, se pose la question des émotions. Mais tout à l'heure, nous avons parlé d'intuition et je disais que l'intelligence humaine, à la différence de l'intelligence artificielle, donc on repose sur un cerveau qui est complexe. L'intelligence artificielle est en réalité une sorte de duplication de l'intelligence humaine, mais il manque encore énormément d'éléments. L'intelligence artificielle ne peut pas comprendre les intuitions. Et donc, je disais que c'est fondé sur des données historiques, donc c'est-à-dire tout ce qui a déjà été écrit, formalisé, analysé. Voilà, donc tout ça c'est partie du passé. J'ai testé donc cet outil, donc Gemini. Je connais mieux Gemini. Et lorsqu'il est question, en fait, lorsqu'on pose une question donc relative donc à un problème psychologique, et il précise bien, je ne suis pas thérapeute, veuillez consulter un thérapeute.
Et après, par contre, il propose des solutions en disant, voilà, donc si on lui demande, cela fait référence, telle pathologie fait référence à quel concept psychologique, il va dire, voilà, il y a tel concept et tel concept, qui va expliquer, et ensuite il donne en fait des solutions. Et encore en bas, il précise qu'il n'est pas thérapeute et qu'il faut rencontrer un praticien, etc., etc. Je pense que pour répondre à cette question, tant qu'il n'y aura pas une société qui, je dirais pas activiste, mais en tout cas une société qui est capable de taper du poing sur la table pour alerter justement ces sociétés-là, les sociétés qui mettent en place, qui conçoivent des intelligences artificielles, les entreprises vont continuer en fait de générer des données. Et ce que j'ai pu voir avec Gemini, c'est que en l'espace d'un laps de temps très très court, il est passé d'une réponse voilà, on pouvait poser n'importe quelle réponse, n'importe quelle question en psychologie, et du jour au lendemain, c'est « je ne suis pas thérapeute, veuillez consulter un praticien ». Et je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin, mais pour cela, il va falloir, parce qu'en fait, là, on parle de quelques entreprises. En réalité, les intelligences artificielles sont créées par quelques entreprises qu'on peut compter sur les 10 doigts de la main, qui sont dans le monde. Il existe combien de citoyens ? Et c'est là où je reviens à la notion de commun numérique. En fait, en parlant de commun, il serait temps que les citoyens alertent sur ces questions-là. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ceux qui tirent la sonnette d'alarme, ce sont les praticiens. Et certains qui se sentent, je dirais peut-être pas menacés, mais qui disent, voilà, l'intelligence artificielle aujourd'hui peut apporter des éléments de réponse. Par contre, moi, je connais mieux mon patient, je connais l'historique de mon patient. Donc, à moins de mettre l'historique dans le prompt, l'intelligence artificielle ne peut pas répondre. Par contre, donc j'ai déjà vu un test avec une psychologue américaine qui a comparé en fait ses réponses avec celles de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, en fait, apportait des éléments, donc une réponse qui était plus complémentaire dans le sens où donnait beaucoup plus en fait de solutions. Donc, il parlait, en fait, il était capable de dire voici les théories derrière cette pathologie, et voici, donc, et ensuite, il prodiguait un certain nombre de conseils. Est-ce que ces conseils sont adaptés à la personne ? Non, parce que l'intelligence artificielle ne connaît pas l'historique et l'intelligence artificielle ne peut pas observer la personne. Il y a une différence, et ça, vous savez très bien, parfois, il peut y avoir une différence entre ce que le patient dit, ce que le patient ressent, et c'est là où l'intelligence humaine, elle a un certain pouvoir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore régulé. Cette question, elle a été posée à ChatGPT, une société américaine. Ce serait intéressant de faire le test avec le chat. Alors, coach, on n'est pas thérapeute, c'est justement tout l'inverse, mais je comprends ce que vous me dites. Il y a un autre truc auquel je pense, moi, c'est la problématique de la déshumanisation. Je vais aller jusque-là aussi, puisque j'ai une compétence en addicto, c'est qu'à un moment donné, on va donner la possibilité de répondre à des besoins rapidement, et qu'on risque peut-être aussi de créer de l'addiction. Voilà, et je voulais absolument, moi ça me touche parce que ce sont des choses de mon quotidien professionnel et qui me font peur. Voilà, et voilà. Non, cela dit, je l'utilise pour des choses, c'est très pratique pour comme un assistant mais dans la création, dans l'humanisation, le lien qu'on peut avoir aux gens, dans tous ces métiers-là, ça me fait un peu peur. Voilà, pour toutes ces raisons que j'ai évoquées. Voilà. Sans vouloir jouer les Cassandes, je pense que l'addiction, elle est là et bien là depuis un petit moment déjà, ne serait-ce que sur un simple fait qui est notre rapport au temps, en fait, tout simplement. Je pense qu'on a tous pu observer comment nos capacités attentionnelles ou il suffit de regarder par exemple un film qui a été monté dans les années 40 ou 50, le rythme est quasiment plus lisible aujourd'hui parce que on vit, notre cerveau tourne plus rapidement, ce qui ne veut pas dire qu'il tourne mieux, mais notre appareil sensible, on va dire, le BPM, c'est comme si on avait un métronome qui avait augmenté de plusieurs battements par minute depuis quelques décennies, Et je pense que c'est un des biais, notamment d'addiction, qui me semble déjà bien, malheureusement, je dirais, en place, Après,
ce que vous dites me fait penser à quelque chose. Il se trouve que j'ai longtemps travaillé avec des robots et donc des roboticiens dans le cadre de mon activité artistique. Et il se trouve que la chose, alors en liant l'IA et la robotique, la chose avec laquelle sur laquelle ils butent le plus pour donner des compétences finalement à des robots, toujours dans cette velléité de simuler au plus près l'humain, si ce n'est le vivant en général, en fait, c'est la capacité qu'on a d'être une intelligence incarnée, en fait, c'est-à-dire de disposer d'un corps, en fait, et que ce qui est, l'exercice de notre intelligence, il se fait par le filtre de nos sensations, physiques, quoi, qui informe en fait cette intelligence en permanence, qui est justement ce qu'on n'arrive absolument pas pour l'instant à transmettre à une machine. Et bon, pour l'instant, tant mieux. Je ne sais pas si ça va perdurer, mais bon, en tout cas, il y a ce gap, ce frein, quoi, qui est justement qui reste à ce jour une des valeurs ajoutées de l'intelligence humaine. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a justement un biais qui est un biais de langage, en fait, parce que intelligence en anglais, ça ne veut pas dire intelligence en français. Ça met le focus de manière beaucoup plus resserrée sur ce qu'on appelle l'intelligence logico-déductive, dans nos capacités logiques liées aux mathématiques, on va dire, ou en tout cas de raisonnement purement logique, ce qui, dans la langue anglaise, qui est resté finalement dans ce terme d'intelligence artificielle. Ce qui fait que ça évacue plein de pans de l'intelligence, comme l'intelligence affective, par exemple, ou le caractère incarné de l'intelligence qui quelque part, appauvrit très, très fortement la définition de l'intelligence qu'on met dans l'intelligence artificielle et qui, quelque part, a reconstruit par ce biais-là ce qu'on définit aujourd'hui par l'intelligence tout court, en fait, ce qui, me semble-t-il, est un problème. Comme si, finalement, on avait une sorte de définition rétroactive de l'intelligence qui s'était inversée, enfin, qui s'était retournée du fait qu'on y applique maintenant le modèle de l'intelligence transmis par l'intelligence artificielle. Alors, malheureusement, on a le temps pour une seule et dernière question. Si vous en avez, vous pourrez... y a un cocktail après, donc vous pourrez échanger avec les intervenants et les intervenantes, peut-être de manière plus informelle et plus en profondeur aussi. Mais malheureusement, on a le temps pour une dernière question, donc je vous laisse le micro. Bonsoir à vous. C'était un débat assez intéressant. Je voulais rebondir sur le fait que l'intelligence artificielle, pour ma part, me fait vraiment peur, dans le sens où j'ai peur qu'il y ait une régression du niveau d'intelligence humain. C'est pour rebondir aussi à ce qui était dit juste avant. J'ai la double casquette d'être dans la territoriale et dans l'universitaire. Et je constate depuis 3 ans, justement, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est, pour certains cas, bon, mais des fois un peu néfaste. On a un choc des générations qui fait que on va devoir apprendre à cette nouvelle génération à l'utiliser, car c'est cette génération qui va faire en sorte que les autres vont l'utiliser. La génération X prenait les livres dans les universités, dans les bibliothèques, pardon. La génération X a commencé à se développer grâce à Internet. Le très bas débit, on avait Encarta, on avait Wikipédia. La génération juste après, les réseaux sociaux, là, ils ont l'intelligence artificielle qui leur est propre. Pour avoir vu certains cas, les étudiants, notamment en informatique, vont réussir à coder tout seul un site avec l'intelligence artificielle, mais quand on va leur demander de faire quelque chose avec un papier et un crayon, ils auront cette incapacité de le faire parce que tout leur est donné dans la main. Tout est mangé. Et j'ai vraiment l'impression que le niveau intellectuel mondial va régresser. Est-ce que par la suite, cette régression va provoquer des maladies qu'on n'a pas forcément à l'heure actuelle, car notre cerveau est développé, mais est-ce que par la suite, on ne va pas en développer d'autres ? Déjà qu'à l'heure actuelle, il y a déjà assez de maladies, des choses qui peuvent, au niveau du cerveau, qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra peut-être pas par la suite, mais l'intelligence peut-être peut influer sur le cerveau. Globalement, je partage assez votre regard en tant qu'observateur sur les pratiques. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de penser, de me rappeler. Tout
texte de Platon, par exemple, qui, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, considérait que l'écriture était une nouvelle technologie qui allait considérablement abêtir et appauvrir l'humanité, parce qu'en fait, à partir du moment où on écrit, on n'a plus besoin de se rappeler en fait des choses, et donc du coup, on les déverse finalement sur un support externe qui nous tient lieu de mémoire. Et Platon, du coup, qui était très scriptophobe, on va dire, identifiait ça comme une perte de qualité de l'humain. Donc finalement, 2500 ans plus tard, on se retrouve à considérer que la perte de nos capacités d'écriture par un autre système d'inscription mémorielle, d'une certaine manière, qui est l'IA. Enfin voilà, quoi, on est dans cette espèce de peur finalement, mais qui est assez symétrique peut-être. Donc ça ne veut pas dire que je suis forcément optimiste et que j'observe pas tout ce que vous observez, mais ça me questionne quand même malgré tout sur ce fait qu'une technologie est toujours quelque chose qui amène des solutions et qui amène des problèmes en amenant des solutions. Ce que Bernard Stiegler, encore une fois, appelait un pharmacone, en fait, quelque chose qui à la fois guérit et qui en même temps fait du mal, quoi. Et je pense que c'est le rapport à la technologie. C'est quelque chose qui est intrinsèque à la technologie depuis le premier silex, me semble-t-il. Donc, on verra bien. Je me permets de compléter. Je vois deux choses. La première, c'est que l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est un outil. Et il est du rôle des éducateurs, des écoles, de rappeler. Moi, la raison pour laquelle je dis à mes étudiants, utilisez-le, c'est pas pour l'utiliser pour que ça réponde à leurs questions. C'est pour montrer la faille de l'intelligence artificielle et la beauté, la complexité, la richesse de leur intelligence humaine. Donc la plupart de nos études de cas, en fait, portent sur ce point-là, en fait. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le réflexe ? Peut-être qu'il faudrait tout un écosystème qui leur rappelle, en fait. Je veux dire, parfois, on peut avoir un professeur qui est passionné par le sujet, mais à lui seul, il ne peut pas prendre le sujet à bras-le-corps. Donc, il faut que ce soit l'ensemble de l'institution. Et deuxième élément, avec l'intelligence artificielle, il y aura forcément une perdition de certaines compétences, mais il y aura également le développement d'autres compétences. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Moi, je connais des recruteurs qui me disent que nous, clairement, ce qui nous intéresse, à une époque où nous n'écrivons plus, même nous-mêmes, nous n'écrivons plus nos emails, nous les enregistrons et ce sont les intelligences artificielles qui vont les écrire selon le ton que nous leur donnons. Ce qu'ils recherchent, ce sont aussi des soft skills. Ils veulent de la créativité, ils veulent des personnes qui pensent stratégie, mais très rapidement. Alors, peut-on encore être stratégique à une époque où il suffit juste de poser la question, un prompt, et puis ChatGPT va nous apporter, mais c'est véritablement ce qu'ils recherchent. Et si l'on voit l'historique de l'humanité, nous nous rendons compte qu'il y a eu en fait une succession de technologies. Chaque technologie, en fait, a causé une perdition de certaines compétences, mais elle a généré d'autres compétences. Si je prends l'exemple des femmes, combien d'entre nous lavons notre linge à la main ? Ça ne se fait plus. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères le faisaient. Mais la beauté de ces outils fait que nous avons du temps pour travailler d'autres choses. Il y a un film de Colombo dans les années 70 qui portait justement sur un robot. Et à l'époque, je crois qu'il est sorti en 1976, et qui disait... Colombo qui pose la question, mais à quoi ça sert cette machine ? Et donc l'enfant, en fait, qui joue le rôle du super intelligent dans le laboratoire donc en Californie, qui dit, eh bien, à l'avenir, les robots vont prendre en charge toutes les tâches opérationnelles répétitives et ennuyantes, de manière à ce que nous, les êtres humains, puissions travailler autre chose. Et c'est là où je m'intéresse beaucoup à l'impact sociétal. Il est du rôle de la société d'accueillir les différentes technologies. Il est tout à fait normal aujourd'hui d'avoir ChatGPT. Nous avons eu le train à grande vitesse, nous avons eu des avions, je veux dire, nous vivons dans un monde de technologie, c'est tout à fait normal. Mais quel est le problème ? Est-ce que c'est la technologie en soi ou est-ce que c'est l'être humain qui se laisse aller ? Et dans mon ouvrage, j'en parle. Ce que je dis, c'est que l'intelligence humaine doit rester centrale. Il est de notre devoir à nous
de développer des compétences et de travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs de manière à sans cesse faire travailler cette intelligence humaine. Et ce n'est pas que le rôle des écoles. Parce que moi, je connais des entreprises qui recrutent en disant, ben voilà, ils recrutent même plus la lettre, ils veulent même plus la lettre, le CV, c'est uniquement l'entretien. Et d'ailleurs, ils demandent en fait à leurs candidats, ben voilà, nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est un service de qualité, et donc il va falloir utiliser les intelligences artificielles. Alors moi, je veux bien, mais où est l'intelligence humaine? Vous voyez, donc c'est une vraie problématique sociétale, et je suis entièrement d'accord avec madame qui disait la dictologie en fait, et je pense que ces outils malheureusement sont fondés sur la dictologie. Maintenant, que font il faudrait alerter les ministères des éducations. Quels moyens sont-ils quels moyens peuvent-ils mettre, et surtout quelle est leur vision? Est-ce qu'ils ont une vision à moyen et long terme? Moi, j'en vois très peu qui partent des visions à moyen terme. J'en vois très beaucoup qui ont une vision réactive. En fait, c'est cette année, dans les 3 prochaines années. Les budgets au niveau institutionnel sont votés. Donc avant, l'Europe avant avait une vision sur 20 ans. Maintenant, c'est 5 ans et encore, même 5 ans, c'est beaucoup. C'est là où nous avons besoin des acteurs qui soient forts. Donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière cet outil, finalement, ce n'est pas que ChatGPT. C'est un véritable enjeu sociétal qui dépasse chaque humain, en fait. Il faut que les acteurs coopèrent entre eux et qu'ils aient communément une vision à court, moyen et long terme. Court terme pour gérer l'urgence, moyen terme, mais aussi long terme. Vers quelle société nous dirigeons? Si aujourd'hui, il y a une addictologie sur les réseaux sociaux et sur l'utilisation de ChatGPT, et je suis d'accord avec vous, quelle va être la prochaine génération, et ce qui sera encore en faculté de penser? Et là, c'est peut-être le rôle des institutions, en fait. Voilà. Merci aux intervenants et intervenantes, aux participants et participantes, ainsi qu'à l'équipe de Louvre-Lens Vallée. Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-les-Vins, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. La prochaine conversation aura lieu le 20 juin à Vivalet, à Liévin, et s'intitule « Le mouvement, lien entre artistes et sportifs ». Retrouvez toutes les informations sur nos réseaux sociaux ou directement sur Hello Asso. À très vite.